Gérard Araud, bonjour. Vous êtes un ambassadeur très connu. Vous venez de quitter votre fonction au bout d'une longue et brillante carrière. Vous avez terminé à l'ambassade de France à Washington. Si j'étais le président de la République, quel qu'il soit, mais français, quel conseil me donneriez-vous sur la diplomatie française? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut surtout jamais faire? Quel serait le conseil que vous donneriez à un chef de l'État? Alors, en tant qu'ancien ambassadeur aux États-Unis, je dirais, le conseil que je lui donnerais serait de prendre au sérieux Trump. En réalité, évidemment, la presse plaisante ou s'indigne des fantaisies de Donald Trump, mais derrière Trump, il y a une vraie politique, il y a le retour du nationalisme, il y a également la fatigue des États-Unis de leurs engagements internationaux. C'est donc une tendance de long terme qu'il faut prendre au sérieux. Si on sort de la relation américaine, j'aurais tendance à dire si vous ne voulez pas recevoir de tomates, ne montez pas sur la scène. Et donc il y a une faiblesse de la diplomatie française qui va au-delà du président actuel, qui est toujours de se mettre en avant. Les Français veulent se mettre en avant, ce qui donne lieu souvent à ce que j'appelle des accidents de parcours, et notamment le fait qu'on fait le sale travail pour les autres. Très souvent, c'est nous qui chargeons tout seuls, les autres restent dans leur tranchée, ne nous aident pas, c'est nous qui nous faisons faucher dans l'attaque. On est à quelques jours des élections européennes. Sur la politique européenne, qu'est-ce que vous diriez au président de la République? La même chose, restons un peu en retrait ou au contraire, soyons très actifs comme il l'a proposé, quitte à se retrouver parfois en cavalier seul? C'est vraiment un débat de fond qu'on ne peut pas résumer en quelques dizaines de secondes et sur lesquels je n'ai pas moi-même de certitude. Il est évident que nos amis allemands nous ont envoyé des signaux très forts que le statu quo les satisfaisait pleinement, et d'ailleurs on peut le comprendre de leur point de vue. La monnaie, l'euro est une monnaie faite pour eux, ils ont dominé la commission Juncker, et ils ont besoin de surplus commerciaux colossaux, du fait de leur démographie, surplus commerciaux qui déstabilisent l'ensemble de l'Union européenne. Il n'y a aucune raison de changer cela. Vous avez la crise du Brexit, vous avez l'Italie qui est en train de dériver, et donc on peut se demander justement si l'Europe des 28 ou l'Europe des 27 n'a pas atteint, je dirais, le maximum de son développement. Si en réalité, l'Europe des 27 ou des 28 ne va pas rester, ce qui est déjà très important, un marché unique, fondamentalement un marché unique. Je ne vois pas nos partenaires vraiment vouloir plus d'intégration et aller plus loin dans la voie de l'intégration. Ce qui pose peut-être, mais alors là je vais très loin, pose peut-être le problème de savoir est-ce qu'on ne doit pas essayer de faire quelque chose d'autre, et notamment en ce qui concerne la puissance, quelque chose avec les Britanniques, qui sont, il faut bien le dire, dans ce domaine nos seuls partenaires crédibles. Revenons aux États-Unis. Vous venez d'y passer 10 ans, à New York puis à Washington. Est-ce que vous considérez, il faut prendre donc Trump au sérieux, mais est-ce que vous considérez que l'Atlantique a tendance à s'élargir? Est-ce que les États-Unis et l'Europe s'éloignent? Oui, je le pense. Les États-Unis, il est frappant de constater ce que peu relève que les politiques étrangères d'Obama et de Trump ne sont pas fondamentalement différentes. On a vu par exemple dans les crises de l'Ukraine et de la crise de la Syrie, où les Américains ont fait le minimum au dernier moment, sous le maximum de pression. Il y a une lassitude des États-Unis de leur rôle international, de leur rôle de gendarme du monde. Les Américains ne veulent plus l'être, et je pense qu'après Trump, ils ne voudront pas le redevenir. Et c'est vrai que deux éléments jouent contre les Européens. L'un est que l'adversaire stratégique désormais, qu'on soit républicain ou démocrate, on pense que c'est la Chine. Donc il y a une sorte de reformatage de la politique américaine vers la Chine. Et le deuxième élément, c'est que les Américains, et c'était le cas d'Obama, mais c'est aussi le cas de l'administration Trump, considèrent au fond que la Russie est une puissance régionale, que la Russie essaye de jouer au-delà de ses forces, qu'elle n'est pas vraiment une menace globale,
Et de ce point de vue-là, on se demande pourquoi les Européens n'assurent pas eux-mêmes leur défense. Enfin, un dernier élément, mais qui est l'élément, je dirais, plus républicain, c'est-à-dire c'est le retour du nationalisme et c'est l'incompréhension voire l'hostilité envers l'Union européenne. De même qu'on n'aime pas les Nations Unies, on n'aime pas l'Union européenne. On croit aux États-nations et seulement aux États-nations. Et donc l'Union européenne apparaît dans ce contexte une sorte de musée du multilatéralisme, d'un multilatéralisme qu'on méprise ou auquel au moins on ne croit pas. Avant d'être ambassadeur aux États-Unis, vous avez été ambassadeur de France en Israël. Vous avez récemment donné une interview à un journal américain, The Atlantic, dans lequel vous avez qualifié Israël d'État d'apartheid. Ça a suscité pas mal de réactions. Alors, qu'est-ce que vous avez dit exactement? Non, j'ai pas dit ça. Et qu'est-ce que vous en pensez sur le fond? Oui. Non, j'ai pas dit ça. J'ai vécu 6 ans de ma vie en Israël. J'ai été en poste 2 fois. Je parle hébreu. J'ai une profonde empathie pour Israël. Israël n'est pas un État apartheid. En revanche, je parlais de la Cisjordanie. Et à un moment, le journaliste a utilisé ce mot. Et c'est vrai qu'en Cisjordanie, nous avons 2 populations vivant sur le même territoire, avec des droits différents. Cela fait 50 ans que ça dure, ça ne s'améliore pas. Je pourrais vous faire une longue liste des droits que les Palestiniens n'ont pas. Il y a quand même des routes pour Palestiniens, des routes pour Israéliens. 70% du territoire, les Palestiniens ne peuvent pas construire, etc., etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a un risque de l'apparition d'une situation d'apartheid en Cisjordanie. Et là, je ne le renie pas. J'ai évidemment pas parlé d'Israël. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.